Donc bonjour à tous, je m'appelle Marion Voileau, je suis architecte et designer de formation. Et puis à 6 ans, j'ai fait un master en création industrielle spécialisé sur les technologies numériques à l'ENSI Les Ateliers, je ne sais pas si vous connaissez, l'École nationale supérieure de création industrielle. Et j'ai rencontré mes directeurs de thèse qui m'ont dit Marion, mais si on faisait de ton sujet une thèse? Et là, j'ai découvert le monde de la recherche. Et mon sujet, c'était quoi? C'était comment on peut créer des outils numériques qui sont adaptés au développement du tout petit. Alors, ce que j'ai fait pour commencer, c'est que j'ai passé beaucoup d'heures en maternelle, puisque je voulais vraiment créer des objets pour l'école. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps en maternelle à d'abord observer les enfants, observer les pratiques pédagogiques des enseignantes qui m'ont accueilli vraiment à bras ouverts, et aller interroger des familles, et aller interroger des experts de la petite enfance en santé, en éducation, en recherche. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je pense que cette question de la petite enfance et du numérique, c'est une question qui est déjà, c'est plutôt un sujet d'ailleurs, qui est extrêmement complexe et qui ne peut pas être abordé que d'un angle. Et je suis vraiment très contente en tant que designer d'avoir eu autant de personnes pour m'accompagner dans ce que je vous dis. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui est fondamentalement un travail collaboratif. Et puisque c'est une masterclass et que je trouvais ça beaucoup plus sympa, vous allez travailler un peu aussi aujourd'hui, faire tourner vos méninges et participer avec moi aussi de cette discussion. Puisque ce que je propose aussi, c'est de vous présenter un certain nombre de dispositifs que vous pourrez peut-être intégrer à vos pratiques. Est-ce que certains viennent du monde de l'éducation? Ok, toute petite enfance, peut-être crèche, ok. Santé? Ingénierie? Ok. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Design? Non? Ok. Les autres, vous venez d'où comme ça? Bibliothèque, ok. Donc éducation. Enfin, pour moi, vous êtes des acteurs même fondamentaux de l'éducation. Ok. Bon. Famille peut-être intéressée, super. Donc, je vais vous parler de la question des interfaces tangibles aujourd'hui, qui est un jargon un peu compliqué. Mais avant de revenir à cette question des interfaces tangibles, donc voilà, ça c'est mon sujet de thèse. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Non, sérieusement, je commence ma 4e année de thèse. Et j'ai la chance d'être encadrée par 3 instituts de recherche qui permettent d'avoir vraiment une interdisciplinarité. Alors, je travaille entre le Centre Pompidou, pour ceux qui connaissent à Paris. Je travaille avec l'ENSI Les Ateliers, toujours. Et puis, je travaille avec le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, qui est associé à l'Université de Paris et qui est, donc, du coup, par définition, un centre dédié à l'interdisciplinarité. Et mon sujet, c'est comment je remets le corps au cœur de l'apprentissage grâce au numérique et que j'explore, du coup, ce nouveau paradigme pour l'éducation à la petite enfance. Et alors, pour commencer mon travail de thèse, je me suis dit, bon, Marion, ok, t'as passé beaucoup de temps en maternelle, t'as interrogé plein de gens, et en fait, c'était trop génial ces interviews, mais il faut que tu donnes le contenu que tu as appris à d'autres gens, à des familles, à des pros, à des designers aussi, qui souhaitent aborder cette question-là. Et donc, j'ai emmené avec moi Lisa et Léa, une pédiatre et une experte en psychologie développement, et on a créé ce MOOC qui est le travail de 3 ans, où on est allé interroger 40 intervenants sur 5 épisodes. 5 épisodes, un premier, on revient sur les problématiques. Un deuxième, on revient sur les fondamentaux du développement. Un troisième, où on interroge en tout cas la complexité de ce sujet. Un quatrième, où on s'interroge sur les pratiques numériques à la maison, à l'école, en cabinet de soins, à l'hôpital. Et on revient dans le 5e épisode à la question des interfaces tangibles. Qu'est-ce qu'on retient de ce MOOC ? Je vais vous présenter 2-3 conclusions qui m'ont permis d'aboutir au dispositif que je vous présentais après. C'est que le temps d'écran, surtout non accompagné, réduit la place accordée à d'autres activités qui sont essentielles au développement de l'enfant, telles que la question du jeu, puisque la question, quand on parle d'écran chez les tout petits, le premier usage, déjà le premier outil, c'est la télévision, utilisée par les tout petits. Et le deuxième, c'est que l'usage de l'enfant est assez passif, c'est-à-dire que c'est un dessin animé. Ça, c'est la grande majorité des usages qui sont faits par les tout petits. Je parle de ce que je connais donc avant 6 ans, des outils numériques. Donc, la petite question du jeu, c'est la question de la relation sociale, parents-enfants notamment. La question du langage aussi, puisque si on ne parle pas avec l'outil numérique, on ne développe pas non plus un certain nombre de mots, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le développement du langage, il ne se fait pas seulement par l'écoute de mots, mais bel et bien aussi par ce qui se passe ici. Et ce qui se passe ici avec le masque, on en a vu aussi les conséquences chez les tout petits, par exemple. C'est vraiment très fondamental. Et le développement sensorimoteur, c'est-à-dire le fait de passer par le corps, par les sens, par le mouvement.
Et qu'il faut distinguer les usages passifs, les usages et même les écrans passifs des écrans interactifs. C'est-à-dire que ça, c'est fondamental, c'est de s'interroger en gros, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que mon enfant fait lorsqu'il est devant un outil et comment je l'accompagne au travers de son usage. Et donc, on en revient à cette question fondamentale qui est qu'il faut penser toujours à cette question des 3 C lorsqu'on interroge la question de la petite enfance et du numérique. Le contexte, dans quel environnement, avec qui est l'enfant, est-ce que c'est dehors, est-ce que c'est dedans, parce que même les outils numériques, on peut imaginer que ce soit intra ou interfamilial. Le contenant, c'est-à-dire l'outil que j'utilise, l'outil que je mobilise, est-ce que c'est un écran ou non. C'est intéressant aussi de se dire qu'il n'y a pas que des écrans. Et le contenu, donc l'application, le dessin animé, le jeu que je suis en train de faire avec l'enfant. Je dis que je suis en train de faire parce qu'en fait, votre accompagnement, il est majeur chez les tout-petits. Et ça, c'est vraiment important de le dire que c'est vraiment pas l'écran qui a un problème au développement de l'enfant aujourd'hui. Je ne vais pas parler des questions physiologiques qui sont liées à la vue, au sentiment de satiété, au sommeil, qui sont valables pour tous les individus. Hein. Ça, c'est valable aussi pour l'adulte. Là, je vais parler vraiment de la question qui est pédagogique et développementale qu'il y a derrière l'utilisation de l'écran. On y revient dans le MOOC sur ces questions aussi, il est plutôt à la question de la santé. C'est important de le dire, mais ce n'est pas ce que je vais aborder aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'alimentation parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de parallèles qui sont à faire, notamment chez le tout petit, entre l'alimentation et l'écran. Puisque en fait j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je me suis dit pourquoi pas leur passer un petit passage du MOOC que je trouve super intéressant. Et puis en plus une vidéo, ça sert quoi, c'est utile. Donc je vais vous passer un petit passage. Nous décidons de partir ensemble à la conquête de la petite enfance et du numérique. Nous avons rencontré de nombreux chercheurs, des familles, des psychiatres et un psychomotricien, une députée, des enseignantes et une éducatrice de jeunes enfants, mais pas que, des designers et des entrepreneurs qui, eux aussi, souhaitent mettre leurs compétences au service de cette question complexe. De janvier à décembre 2020, nous avons rencontré 39 intervenants et réalisé 30 entretiens, tous retranscrits à la main, écrit des dizaines et des dizaines de questions, passé des heures à discuter d'un sujet qui nous questionne toutes et tous. Ce MOOC est à l'image qu'on souhaitait lui donner, une rigueur scientifique dans une approche interdisciplinaire. Ici, vous ne trouverez pas toutes les réponses à vos questions. Nous espérons plutôt que ces 5 épisodes éveilleront en vous un nouveau regard et vous donneront envie de relever avec nous de nouveaux défis pour la petite enfance. Le numérique est un nouveau facteur d'inégalité. On observe dans la population des personnes qui sont très conscientes de ce qui est en train de se passer et qui du coup font très attention avec leurs enfants, dont les enfants vont suivre des cours de programmation, vont être confrontés à différents programmes pédagogiques ou non pour comprendre les phénomènes qui sont en train de se passer et qui vont du coup être des enfants très bien outillés vis-à-vis de la révolution numérique qu'on vit, versus des enfants et des populations plus modestes qui ont peut-être moins conscience de ce qui est en train de se passer et qui du coup proposent parfois un usage qui n'est pas du tout adapté à leurs enfants. Et donc nous c'est aussi pour ça qu'on est dans des centres de loisirs et des écoles publiques, parce qu'on a cette volonté que tous les publics puissent se saisir de cette révolution et puissent en avoir l'usage le plus positif possible. Le numérique est vecteur d'inclusion. Dès l'instant où plus on va en mettre en classe, l'ensemble des élèves auront une égalité d'apprentissage et l'égalité des chances. Oui, le numérique est vecteur d'inclusion. Il est surtout porteur d'un travail spécifique qu'on n'aura pas forcément à la maison. Ce n'est pas un problème d'équipement. Après, il faut évidemment qu'on ait des équipements suffisants dans toutes les écoles. Et quand on dit équipement, on ne dit pas équipement de tablette, on dit équipement qui permet de faire du numérique en classe. Donc de travailler au sol, pourquoi pas avec un vidéoprojecteur, ou travailler différemment sur de la robotique ou des petits objets connectés. On parle souvent du mythe des digital natives, comme si les enfants qui naissaient aujourd'hui dans la culture numérique savaient naturellement utiliser ces outils. Il convient de distinguer utilisation et usage, c'est-à-dire de distinguer cliquer ou glisser une image sur un écran, de chercher un contenu approprié. L'éducation au numérique intervient alors pour inviter les enfants à prendre conscience de leur propre consommation numérique, c'est-à-dire du temps qu'ils passent sur tel ou tel contenu, ainsi que sur toutes les possibilités d'usage,
voire les détournements possibles vers un numérique magique, ludique, cosmique. Pour débuter ce 5e et dernier épisode, commençons par revoir ensemble quelques définitions. Le numérique d'abord, c'est un système de codage de l'information qui permet aujourd'hui de transcrire du verbal, du visuel et même du kinésique en suite de nombres qui ensuite permettent de restituer l'information. Donc le numérique n'est pas un média, le numérique c'est un support qui est aujourd'hui l'élément commun à tous les médias. Alors l'écran, c'est l'interface qui permet de visualiser des informations qui ont été mises sous une forme numérique et qui sont ensuite rendues accessibles sous une forme visuelle. Alors au début c'était des diagrammes, des graphiques, des images fixes, aujourd'hui c'est des images animées. Mais l'écran n'est qu'une interface entre les informations numérisées qui se trouvent quelque part et la possibilité que j'ai d'y avoir accès à travers un ordinateur domestique. Alors parler d'artefact, c'est avoir dans l'idée qu'il s'agit d'un objet technique, mais aussi il y a derrière cet objet technique des gestes, une prise en charge et une utilisation particulière. Donc l'artefact numérique en lui-même soulève la question des apprentissages qui sont derrière, qui peuvent être, notamment pour les jeunes enfants, à se poser la question comment ça fonctionne. Lorsque j'agis sur tel bouton, que se passe-t-il? Donc c'est associer des actions avec des effets. Regardez ce qui se passe. Le robot, aujourd'hui, j'ai l'habitude de le définir parce que dans toutes mes conférences sur les robots, je commence par le définir. Donc je reprends la définition de Norbert Wiener des années 1960. Donc c'est un système qui associe 3 sous-systèmes en interaction. Alors le premier sous-système, c'est des capteurs qui sont l'équivalent des organes des sens. Le deuxième sous-système, c'est un programme qui est l'équivalent de notre cerveau, que les Japonais appellent the government, le gouvernement du robot. Et puis le troisième système sont des effecteurs qui permettent au robot d'agir sur le monde, de se déplacer, de prendre des objets, d'interagir par la parole, voilà, dans le cas d'un bot. Voilà. Et donc cette définition du robot, il faut bien comprendre qu'elle est inséparable de l'ensemble des données que le robot va gérer, parce que plus encore qu'un écran d'ordinateur, un robot va devoir gérer un grand nombre de données. Pour moi, c'est un domaine qui est extrêmement large, qui recouvre tous les usages, dès lors qu'on est avec un outil connecté à un autre outil, une personne connectée à une autre personne via un outil, on est dans une démarche numérique, donc ça va de Internet, les réseaux sociaux, mais aussi la robotique, mais aussi tous les usages professionnels qu'on peut imaginer pour le numérique. Donc je ne sais pas, le médecin qui va s'appuyer sur un algorithme pour améliorer son diagnostic, ou l'avocat qui va s'appuyer sur un algorithme aussi pour trouver le bon texte de loi. Enfin, voilà, c'est vraiment des usages du numérique qui sont très divers et variés. Puis ça va être aussi plus personnel. J'utilise mon téléphone pour faire une recherche d'itinéraire, ou j'utilise mon téléphone pour faire une photo et l'envoyer à ma grand-mère. Enfin voilà, pour moi tout ça on est dans ce qu'on appelle le numérique. Pour moi le numérique c'est avant tout une interaction. C'est vraiment une interaction, et pour définir le numérique, je prends souvent l'exemple finalement d'un triangle, donc à la fois avec une activité, le fait de jouer en ligne, le fait de peut-être participer à un MOOC, ça c'est l'activité. Ensuite, on a les modalités d'usage, et c'est vrai que les modalités d'usage sont souvent un critère particulièrement intéressant pour les chercheurs pour essayer de mieux caractériser les usages qui pourraient être délétères. Donc les modalités d'usage, ça va être, est-ce que par exemple on prend le cadre de l'enfant, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il va être sur une tablette en groupe, est-ce qu'il est accompagné de ses parents, est-ce que ça se fait dans le milieu professionnel, au sein d'une médiathèque, ainsi de suite. Donc les modalités d'usage sont aussi à prendre en compte. Et enfin le support. Jusqu'à présent, on a encore un support extérieur, même si on parle de plus en plus de l'Internet des objets, et on tend peut-être vers une intégration
de certains objets, mais il y a encore une certaine matérialité. Donc si on prend le cadre par exemple simplement d'un téléphone portable ou d'une tablette ou d'un écran, on sait que l'ergonomie de l'objet va aussi avoir une incidence sur les usages. Voilà. Et ce triangle-là permet, il me semble, de mieux comprendre ce que peut être le numérique et les pratiques numériques. Donc si je reviens sur ces définitions, c'est important parce que ça permet de comprendre pourquoi je peux créer de nouvelles possibilités d'usage. Donc le numérique, c'est bien un système de codage de l'information qui est le support commun à tous les médias. L'écran, c'est juste une interface qui permet de visualiser ces informations qui ont été codées. Et justement, une autre possibilité d'interface, ce sont ce qu'on appelle les interfaces tangibles. Qu'est-ce qu'une interface tangible? C'est l'association d'un dispositif physique, d'un objet physique, avec dans lequel on peut interagir dans le monde réel, avec un programme numérique. Et pourquoi les interfaces tangibles, c'est intéressant pour la petite enfance? C'est parce que ça permet 3 éléments qui sont essentiels au développement de l'enfant. Le premier, c'est l'exploration active, qui permet une certaine forme d'autonomie, d'émancipation des usages pour l'enfant. Le deuxième, c'est qu'il permet aussi une ludification des apprentissages, le jeu, qui est aussi un formidable outil pour le développement de l'imaginaire et de l'imagination chez l'enfant. Et enfin, ça permet ce qu'on appelle la multimodalité, l'association de plusieurs retours, qu'ils soient sonores, visuels et dans notre cas, même physiques, manipulables. Ce qui permet ce qu'on appelle une expérience et une interaction incorporée, qui est celle de remettre du corps, des sens dans notre relation au numérique. Et en fait, le travail que je vais vous demander un petit peu, c'est je vais vous montrer un certain nombre de dispositifs qui ont été créés pour la petite enfance. Je précise, je trouve ça très drôle de le dire, mais je le redis, que je n'ai aucune part dans aucun de ces dispositifs. Hein. J'en ai accompagné beaucoup dans leur développement parce qu'il y a vraiment aussi une envie de la part de ces entrepreneurs qui sont souvent soit des jeunes parents, soit des jeunes entrepreneurs qui sortent de l'école, qui ont envie de mettre du sens dans ce qu'ils créent, à s'interroger, à interroger la recherche. Est-ce que dit la recherche? Donc, les interfaces tangibles, on peut les classer déjà par typologie. Alors, j'en ai mis 3, en vrai il y en a 6 ou 7, mais je me suis dit que déjà aujourd'hui ce serait bien pour cet exercice. Donc on va avoir ce qu'on appelle les robots, donc ces dispositifs mécatroniques à usage pédagogique. Il y en a qui disent que ça ne fait pas partie des interfaces tangibles. Moi j'ai pris le parti de dire que c'était une forme d'interface tangible. Les objets interactifs, donc ce sont des dispositifs kinesthésiques et manipulables. Voilà. Et ce qu'on appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire c'est des environnements qui associent un objet physique à un contenu virtuel, et là qui associent vraiment la question de l'écran avec le manipulable, le tangible, le physique. Ces interfaces tangibles, elles permettent de développer 3 formes de compétences, notamment, peut-être plus, peut-être ça aussi, ça peut faire l'objet d'une discussion, et je serais très heureuse d'avoir votre retour là-dessus. Des compétences primaires, lire, écrire, compter, qui sont vraiment des apprentissages fondamentaux de l'école. Les compétences artistiques, dessiner, jouer de la musique, enfin vous verrez. Des compétences qui sont liées, pour le coup, au numérique. L'apprentissage de concepts algorithmiques, de concepts électroniques, puisque derrière chaque outil numérique, il y a aussi des circuits, des capteurs, voilà, des choses aussi qui sont physiques, mais qui sont cachées souvent par le système. Donc, je vais vous montrer les dispositifs. Vous avez d'un côté quelle typologie, pour quelles compétences. Il n'y a pas de bonne réponse, on pourra en discuter, ce serait cool qu'on interagisse. Et il peut y avoir aussi parfois plusieurs formes de compétences. Donc, je vais vous montrer, donc je vais commencer par OvaHome. Alors, OvaHome, c'est un dispositif qui a été créé par une jeune designer qui s'appelle Muriel Colagrande, et elle a développé ce qu'on appelle le Sound Explorer. Le Sound Explorer, c'est composé de 2 petites manettes comme ça qui permettent de venir manipuler du son. Je vous montre par exemple une des possibilités de ce dispositif.
Donc en fait, vous avez ces 2 manettes et en fait, vous pouvez venir manipuler du son. Ces manettes sont connectées en Bluetooth au smartphone qui permet de créer les différents modes d'application. Par exemple, quand on avait travaillé avec Muriel sur la première version du dispositif, il y avait une boîte, on était vraiment sur le complètement sans écran, mais ça recrée beaucoup de matière, beaucoup d'objets, là où en fait le smartphone, on en a tous et tous un presque. Et du coup, c'était beaucoup plus simple pour nous de repasser par une application, pour eux surtout, parce que c'est pas moi qui l'ai développé, pour eux de passer par une application mobile et où vous venez manipuler du son. Et là, on voit que l'écran, il est juste un support à la manipulation sonore. Donc, on choisit son application, puis on vient manipuler les manettes pour jouer des sons et pour jouer des musiques. Et notamment dans le puzzle, on développe aussi l'écoute parce que il faut essayer de se souvenir de ce qu'on a entendu et voilà. Le deuxième projet, ça s'appelle Lily Learn. C'est une jeune start-up qui est basée à Caen, qui fabrique tout aussi en France, donc ça c'est intéressant, et qui associe des petits cubes au graphème et au phonème de lettres. Et je passe la petite vidéo qui est un peu longue, donc c'est possible que je coupe au milieu. Bonjour, je suis L et je ne suis pas un cube ordinaire. J'ai été imaginée par des enseignants pour Lily Learn. Ils ont pris exemple sur mon arrière-grand-père L. Le bois c'est bien, mais moi, je suis fait d'amidon de maïs en France. Viens, je vais te présenter la troupe Lilémo. Lilémo, c'est un jeu pour apprendre à lire et à écrire. Il est composé de 44 amis magiques, comme moi. Salut, moi, c'est A. Et moi, je suis Z. Et moi, c'est E. Et moi, Oui, arrêtez, on a compris. Toutes les lettres de l'alphabet sont là. Et tu nous présentes pas? Il y a aussi 60 cartes intelligentes dans Lilémo, mais on ne serait rien sans notre socle. Maintenant que nous sommes tous là, on va te montrer comment jouer. Tu choisis une carte intelligente. Choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi. Oui, Lion, tu peux y aller. Oui, merci. Lion. Maintenant, tu n'as plus qu'à écrire le mot. Ah, je suis la première lettre. Oh, pardon. Hey. Lion. Bravo les cubes, c'est aussi simple que... London. Donc en fait, vous avez une carte. Maintenant même, ils ont fait un système où vous pouvez créer même votre propre carte. Et il y a une puce RFID dans la carte qui permet du coup d'être lue par le lecteur. Elle donne le mot à l'enfant et l'enfant après il peut jouer avec les différentes lettres et s'il met même des lettres, un L à côté d'un R, ça fera le R. Enfin, ça joue vraiment le son du cube qui a été mis. Donc c'est intéressant parce que vous êtes sur un retour essai-erreur assez immédiat. Et l'enfant peut vraiment jouer complètement en autonomie ou alors être accompagné par un adulte. Et ça peut être un support aussi pour une rééducation qui peut être intéressant pour des enfants, par exemple, dyslexiques. Et il faut savoir qu'ils ont travaillé avec un labo de recherche basé à Caen, avec Grégory Simon, qui est un des intervenants de notre MOOC d'ailleurs. Et ils ont travaillé aussi avec une enseignante, enfin une des personnes qui crée le jeu est enseignante. Et tout ça a été testé en fait, directement en maternelle. Donc au début, c'était vraiment super... artisanal et puis petit à petit on en vient à un produit un peu plus fini parce que un petit truc que je tiens à vous dire, c'est que les enfants sont extrêmement intéressés par l'esthétique des objets. Faut savoir que le rapport à l'esthétique il se fait dès la naissance et c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience quand on conçoit pour les tout petits. Et je tiens à le dire que les enfants ont cette capacité esthétique des tout petits. Donc plus vous proposez un dispositif qui a bien été conçu aussi et qui est beau, mais pas dans le sens beau, bien pensé, pas dans le sens jolie couleur ou quoi, mais beau, bien pensé, plus l'enfant aussi voudra y jouer. Et parfois, je dois dire que dans les objets numériques proposés pour enfants, enfin on peut en reparler, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Et donc le bois aussi, c'est intéressant en fait. Ils ont vraiment fait un travail sur ça, qu'on retrouve dans le Cubetto que vous devez peut-être connaître, qui est un petit robot carré, qui est lui accompagné de son interface ici. Donc vous avez plusieurs modalités de déplacement pour le robot. L'enfant vient d'abord choisir déjà d'où le robot va partir, où il veut aller. Ensuite, l'enfant peut placer les différentes interactions dessus et les jouer. Et je trouve que ce robot, par exemple, pour les tout petits, pour l'avoir testé en maternelle, pour l'avoir vu à l'œuvre, est beaucoup plus intéressant que la bibotte, que peut-être certains d'entre vous doivent connaître. La bibotte, l'enfant n'a pas de retour sur ce qu'il a fait, en fait. Il programme
sur le dos de l'abeille. Déjà, la question d'utiliser une abeille m'interroge beaucoup quand on parle de numérique. Mais en plus, alors que là, ça ressemble à un carré, c'est un robot, voilà, ça part. Alors, ils ont mis un petit sourire dessus et je trouve ça intéressant parce que, quand même, moi, j'ai essayé de travailler sur des choses qui ressemblaient pas du tout à des choses que les enfants avaient vues. Il y a quand même un sentiment parfois un peu de peur. Et le petit sourire, il est intéressant ici. C'est peut-être anecdotique, mais c'est bien pour les tout petits. Mais ça ressemble à un carré. Ça ressemble pas à quelque chose que l'enfant a vu dans la nature. Et ça, c'est important de distinguer les deux quand même. C'est très important que l'enfant joue dehors aussi, avec des vraies abeilles. Dessiner la séquence à réaliser, ensuite on actionne le robot et on peut voir en fait, du coup on peut dire ok j'ai fait ça, ça, ça. Donc là aussi j'ai un retour essai-erreur immédiat qui est intéressant. Le troisième projet, c'est mon autopromotion, c'est un projet que j'ai créé mais voilà, bon bref. En fait, on a essayé de travailler sur qu'était le circuit de traitement de l'information et comment on pouvait apprendre à tout petits à manipuler de l'électronique, sans repasser par la question de l'écran, sans repasser par les câbles, les fils, les pinces croco qui sont très, très durs aussi pour les tout petits à manier. Et donc, on en est revenu à détourner des aimants de sac à main, vous voyez les aimants que vous avez sur votre sac à main, à fabriquer des petites pièces en impression 3D ou laser cuté, et on vient associer une batterie, un capteur et un signal. Mon capteur ici, mon interrupteur, qui peut être activé via différents gestes. Alors, j'ai passé la vidéo tout à l'heure, donc je ne vais pas la repasser maintenant. Mais en gros, l'enfant peut souffler, caresser, taper, frotter sur les différents capteurs là. Et on a utilisé différents textiles, parce qu'on sait aussi que le textile, c'est la matière transitionnelle de l'enfance, c'est la matière du doudou. Et donc, c'était intéressant pour nous d'associer cette question du textile à l'électronique, qu'on sépare souvent. C'est aussi associer des compétences très féminines à des compétences beaucoup plus masculines, parce que ça existe, hein, les biais de genre dans la vie. Et du coup, c'est intéressant de savoir qu'il y a aujourd'hui, ces dispositifs peuvent être fabriqués par des enfants de 10-11 ans et qu'on remet des petits garçons face à du textile et des petites filles aussi face à l'électronique et qu'on associe aussi ces deux choses. Donc, il y a derrière de ce projet, il y a plein de concepts, mais le concept majeur, c'est qu'on va essayer de faire comprendre à l'enfant que son geste peut avoir une action sur une lumière, que c'est pas juste on-off, qu'il peut aussi moduler son action, son geste, aussi refaire appel au sens de l'haptique, qui est très très lisse sur un écran, et que là on va vraiment mobiliser à travers les différentes propriétés intrinsèques du textile, doux, rugueux, froid, chaud, etc. Un autre projet que je trouve intéressant, c'est Cutie Cutie. Alors je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qu'elles font. Donc c'est Anna et Pauline. L'une est ingénieure, l'autre designer. Et en fait, Anna et Pauline, elles ont conçu des kits créatifs que vous pouvez maintenant commander même sur leur site, etc. Elles travaillent beaucoup avec des écoles. Et moi, je les ai rencontrées aussi au tout début de leur projet. Et donc, elles vous donnent un kit comme ça. Et l'enfant vient construire le kit. Donc, il y a tout un passage de construction du kit. Et on vient repenser des phénomènes mécatroniques. Alors, des fois, par exemple, ici, il y a une petite LED qui est allumée, donc qui va permettre d'être allumée aussi via le mouvement. Et c'est intéressant parce que, bon, je vous donne la réponse, mais bon, c'est pas très grave. Mais vous êtes entre le phénomène robotique aussi, parce que derrière un robot, il y a vraiment un dispositif mécanique, physique, et l'objet aussi à manipuler, quoi, qui crée un retour. Là, ici, c'était pour la question faire comprendre le système solaire aux enfants. Elles ont fait aussi des petites villes, elles ont fait aussi une lampe. Voilà, et ça permet en tout cas de développer aussi une certaine forme de créativité, puisque l'enfant peut venir à chaque fois personnaliser le dispositif, le déconstruire, le reconstruire, parce qu'on sait aussi que chez les tout petits, c'est super important de revenir refaire un exercice maintes et maintes fois. Il vaut mieux que votre dispositif il soit plutôt simple à comprendre et qu'il ait quelque part une possibilité de personnalisation, plutôt qu'un dispositif très complexe, surtout chez les tout petits, il va avoir du mal à refaire et donc il ne voudra pas refaire, et donc vous n'arriverez pas à arriver au développement des compétences que vous souhaitiez acquérir. Ça, c'est important aussi, parce que ça peut être très complexe d'utiliser ces outils-là. Wakatoon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une jeune aussi start-up française qui travaille sur du coloriage interactif. Mais je crois qu'il y en a aussi à l'espace Petite Enfance. Il y en a certains qui sont déjà à l'espace Petite Enfance, que je vous invite à aller voir, qui a été conçu par Elodie Bruyas. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi comment on passe du virtuel au réel directement.
qui est un phénomène extrêmement complexe pour les tout-petits à comprendre. On en parlait tout à l'heure, hein, c'est ce passage à la pensée symbolique, ce passage qui fait que je comprends que je peux avoir une influence dans mon environnement, qu'il y a des choses qui existent et que des choses qui n'existent pas. Ça arrive vers 5-6 ans, c'est pas pour rien que c'est à cet âge à peu près que les enfants arrêtent de croire au Père Noël. Parce que justement dans le cerveau il se passe plein de choses et il se passe notamment cette compréhension du monde dans lequel je vis, et c'est très important en fait que ça ne se passe pas avant, parce que ça permet aussi à l'enfant de développer un imaginaire qui pose des bases essentielles pour le développement cognitif. Donc là qu'est-ce que je fais ? Je colorie mon coloriage, je le prends en photo et en fait le coloriage vient s'animer dans un environnement, et c'est intéressant parce que c'est du coup une petite histoire, un dessin animé, et c'est un peu le dessin animé dont vous êtes le héros. Et je trouve ça intéressant. Marbotique, c'est une jeune start-up bordeaux. Il n'est plus si jeune en fait, parce qu'ils ont commencé il y a 8 ans maintenant, Marbotique, qui est basée à Bordeaux. Et eux qui associent les lettres en bois avec de la tablette. Et en fait, derrière chaque lettre en bois, il y a une association de différents ronds. J'aurais dû en rapporter une, mais qui permettent que la tablette reconnaisse quelle est la lettre qui est posée. Et là aussi, on a un retour graphème-phonème, même 1, 2, 3. Et c'est intéressant, en tout cas. Je vais passer à la petite vidéo, parce que pour le coup, elle est très courte. Grâce à BlaBlaBox, l'enfant peut écrire ses premiers mots. Écoutez le son des lettres K, I, W, I et celui du mot kiwi. Il y a la même chose pour 1, 2, 3. Vous mettez le 1, ça fait 1, vous mettez 2, et après, il y a même du calcul mental. Donc, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'il peut vraiment être utilisé entre 3 et 6 ans. Et en fait, ils ont créé assez d'applis aussi, un peu comme ce qu'a fait d'ailleurs aussi Ovaome au niveau de l'écoute. Hein. Là, c'est plutôt au niveau de l'apprentissage de l'écriture et de l'arithmétique. Mais c'est vraiment aussi de petit à petit aller de plus en plus loin, tout en manipulant aussi des lettres. Et on peut très bien imaginer que l'enfant, il n'y a pas forcément la tablette aussi. On peut bien rejouer aussi avec les lettres en bois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la table ronde, c'est associer toujours ces environnements physiques et numériques qui permettent aussi de faire le passage dans cette question de la pensée symbolique. Je comprends ce qui est de l'ordre du physique, du réel et du virtuel. Un autre projet qui est à l'espace petite enfance, ça je sais, c'est Dirty, qui a été réalisé par User Studio et l'IRCAM. Ça va, est-ce que je vais un peu vite peut-être pour dire quelles compétences, etc. Bon, au pire, on reprendra un temps à la fin. Dirty, donc, vous manipulez des graines de tapioca pour faire du son, et qui a été développé donc, par des personnes de mon équipe aussi à l'IRCAM. Donc, l'IRCAM, c'est l'Institut de recherche, coordination acoustique et musique du Centre Pompidou. Donc, on travaille beaucoup sur le lien entre le son, le mouvement, le geste, parce que je fais partie de l'équipe interaction, geste, musique, mouvement. Et je monte la vidéo. Voilà, ce qui est un peu dommage en Dirty, c'est que finalement on n'aurait pas besoin d'écran, enfin, je trouve. On pourrait venir manipuler le son et créer comme ça une dimension un peu écoute. Voilà, et du coup on en parle beaucoup avec Mathieu Savary de User Studio pour savoir un peu comment on pourrait enlever complètement le son. Et il y a des installations qui ont été faites au Centre Pompidou, il n'y a plus du tout de son. Et même on a fait un grand jeu comme ça, il y a plein de graines de tapioca et même les enfants peuvent venir à plusieurs. Et en fait, suivant où vous êtes dans le grand espace, vous ne jouerez pas le même son. Donc c'est intéressant parce que ça crée des paysages sonores aussi collectifs qui peuvent être très intéressants chez les tout petits.
Un autre dispositif qui est intéressant, et je sais qu'il y en a un certain nombre, c'est un livre augmenté qui s'appelle La pluie à midi, qui a été développé par les éditions Volumique. Volumique, vous connaissez peut-être, c'est une maison d'édition qui est basée à Paris, qui a été créée par Étienne Mineur, qui travaille beaucoup sur la question du jeu, entre le jeu papier, en pliage, et le jeu numérique. Et en fait, Étienne Mineur a vraiment développé vraiment tout un système qui permet de manipuler comme ça sur l'écran, carrément, des objets. Et ces objets qui sont bel et bien réels et de créer vraiment une interaction directe entre le réel et le virtuel. Et c'est la même techno qui est utilisée pour Marbotique, en fait. Marbotique a travaillé avec Volumique pour créer ces alphabets en bois et qu'on retrouve ici. Je vous montre la petite vidéo. Au fur et à mesure du livre, il y a des jeux aussi, donc vous pouvez vous arrêter dans la lecture, revenir à un jeu, revenir à la lecture, ou lire même le livre sans passer par la tablette entièrement. Il y a du son aussi, forcément. Et il y a un aspect que je trouve intéressant dans ce livre aussi, c'est de ce rapport justement à la nature et de se dire qu'il y a plein de variétés de poissons aussi, ça peut éveiller des choses chez les enfants. Et je le trouve en plus, on parlait de cette question de la beauté, et je le trouve vraiment très beau aussi au niveau esthétique. Ça, je sais aussi que vous le retrouverez dans l'espace petite enfance, c'est Osmo. Osmo, donc c'est une grosse boîte américaine, donc si on veut pas fabriquer de la truc 100% français, je sais pas si on doit aller vers eux, mais bon, je vous montre quand même. Je vous montre la petite vidéo. You doing what now? Encoding, Dad. See, you use these commands to tell that little guy to do. Look, a new friend. Let's show off our moves. What are you guys doing? He's dancing with a shark. Ce qui est intéressant, c'est qu'il bosse sur je vous donne aussi la réponse sur un dispositif de réalité augmentée, mais qui permet justement de manier les deux mondes en même temps. Alors autant, ça c'est plus vers quand même 4-5 ans. Pour ces dispositifs-là, avant 4 ans, on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, ou alors il faut vraiment accompagner l'enfant. Et si vous l'accompagnez, pourquoi pas, hein. Après, je pense que tout est à découvrir pour un enfant. C'est juste qu'il ne pourra pas y jouer forcément seul. Avant de venir à la conclusion, on va peut-être revenir sur l'exercice. Alors, je reprends. Allez, dans l'ordre. Objet interactif, pour quelles compétences ? Je dirais objet interactif pour compétences artistiques et peut-être compétences liées au numérique aussi. Ouais, complètement. C'est intéressant ce que vous associez aussi aux compétences liées au numérique. Donc, je disais artistique et lié au numérique, si vous n'avez pas très bien entendu. Et objet interactif, ouais, lié au numérique, très intéressant parce que justement, il y a cette question du capteur de mouvement aussi.
Par exemple, il y a un autre jeu avec Overwhelm dans lequel vous pouvez prendre la manette et jouer dans l'air aussi, et ce qui peut être très intéressant pour passer par exemple de la motricité globale à la motricité fine. Et oui, tout à fait. Bravo. Qui veut prendre la parole pour le suivant, qui était Lily Learn. Allez. Merci de jouer le jeu, je trouve ça cool. Oui. Du coup, là, je dirais un objet interactif pour des compétences primaires. Ouais, complètement. Apprendre à lire, à écrire. Exactement. Vous êtes d'accord? Ouais. Next one. Ah, c'est une question ou c'est une... Avec ce que vous disiez sur le fait de pouvoir créer ses propres cartes, ouais. Ça a été ajouté. Donc on peut aussi rejoindre une compétence créative. Je sais plus ses compétences ou c'est primaire. Non. J'avais dit artistique. Artistique, pardon. Oui. Ouais, pourquoi pas, parce qu'en plus on peut dessiner l'objet. Oui, tout à fait. On peut. Ouais, je n'y avais pas pensé comme ça, mais oui, carrément, parce qu'en plus la maîtresse peut dessiner écrire correctement le mot avec l'enfant, et après en plus l'enfant peut faire son petit dessin dessus. Ouais, complètement. Cubetto. Qui a le micro? Ah bah c'est monsieur. Bah vous êtes obligé de répondre, monsieur. Bon élève ou pas? Bah du coup robotique et lié au numérique. Tout à fait. Là on manipule un concept algorithmique. Donc et même primaire. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison sur la question de la spatialisation, qui est un apprentissage primaire effectivement. Voire même de la géométrie, c'est intéressant. Je trouve que leur travail autour des formes et des couleurs, il est intéressant, très inspirant. Exactement. C'est de la programmation, tout à fait. Repère dans l'espace, hyper important chez les tout petits. Tout à fait. Learning Matter. C'est parce que c'est moi qui ai travaillé dessus que ça vous fait peur. Compétences, je dirais, artistiques et liées au numérique. Ouais, tout à fait. Artistique, c'est intéressant que vous le pointiez du doigt aussi, parce que comme on travaille avec les plus grands aussi sur le fait de retravailler des formes, des couleurs et tout, il y a vraiment... Enfin, en tout cas, j'espère qu'il y a cette idée-là. Ouais. Cutie. Du coup, objet interactif et compétences liées au numérique, mais je sais pas... Oui, il y a cette question-là, et voire même l'apprentissage aussi primaire, parce qu'on réapprend aussi des concepts scientifiques, ce que je disais tout à l'heure. Et il y a aussi un peu de robotique, enfin c'est entre l'objet interactif et l'objet robotique, parce qu'on apprend aussi un concept de mécatronique qui est derrière le robot. Donc voilà, ouais, carrément. Merci. Promis, je vous l'enlève. Wakatoon. C'est facile, monsieur. Allez, je vous sens motivé. Du coup, je pense que c'est une compétence liée au numérique, artistique et primaire. Ouais. En fait, les trois correspondent bien, ouais. Ouais, carrément. Après, voilà. Et c'est quoi comme dispositif? Robot, réalité augmentée, objet interactif? Réalité augmentée et interactif aussi. C'est pas vraiment un objet interactif parce que en vrai, c'est pas votre coloriage qui interagit, c'est leur passage à la tablette. Donc vous êtes vraiment sur la réalité augmentée ici. C'est même, je crois que c'est la définition de la réalité augmentée dans ce dispositif. C'est vraiment vous repassez par l'écran pour donner, pour remettre en fait de l'interaction virtuelle sur un objet physique. Marbotique. Donc je dirais que c'est interactif. C'est ça, réalité augmentée plutôt, ouais. Et ensuite, je dirais primaire. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Primaire, artistique ou lié au numérique? Lié au numérique, je dirais primaire et plutôt lié au numérique. Ouais, complètement. Réalité augmentée. Et là aussi, on est vraiment dans la réalité augmentée. Pourquoi? Parce que c'est pas la lettre en bois qui en soi interagit. C'est pas la lettre en bois qui va faire le son. Et c'est intéressant en fait aussi ces objets-là. Ça veut dire qu'ils peuvent être complètement utilisés sans numérique et avoir du coup 2 formes, voire plusieurs après d'utilisation. Dirty. Je dirais compétences artistiques. Ouais. Parce qu'on est sur la création du son. Après, il y a une interface qu'on manipule, mais en même temps, ça a un impact sur ce qu'on voit à l'écran. Donc, j'aurais envie de dire objet interactif, peut-être un peu de réalité augmentée. Ouais, on est un peu entre les deux ici au niveau du système technique. Vous avez tout à fait raison. Et je dirais aussi compétences primaires parce qu'on a quelque chose qui est très important là-dedans, qui est l'écoute.
mais qu'on pouvait aussi retrouver, par exemple, Jéhovah Home. Hein. Dès qu'on travaille sur le son, c'est intéressant parce qu'on est aussi sur des compétences qui sont fondamentales. Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment désolée, en fait, j'entends pas. Je disais que c'était également primaire, dans le sens où, pour le coup, les tout petits, la manipulation, c'est la base. Ouais, c'est ce qu'a dit aussi madame. Vous étiez d'accord, en fait. Voilà. Donc tout va bien. La pluie à midi. Réalité augmentée et puis donc objet interactif. Comme il y a certains éléments du bouquin qui peuvent être associés. Non, on n'est pas dans le jeu interactif, on est vraiment dans la réalité augmentée. Ouais. C'est vraiment de la réalité augmentée, pure comme Marbotique en fait. C'est pour ça que je vous dis c'est la même technologie. Et après, je dirais artistique et primaire. Et primaire, tout à fait. Ouais, les deux. Pourquoi artistique ? Parce qu'il y a quand même cette idée que par le livre, on peut créer aussi un certain nombre d'imaginaires et on peut favoriser ça. Après, la compétence est quand même primaire, c'est de comprendre un récit, comprendre une histoire, interagir avec l'histoire. Voilà, ouais. Merci. Osmo, les Américains. Réalité augmentée. Ouais, tout à fait. Et après, c'est primaire, je dirais, mais aussi créatif. Ouais, artistique, ouais, complètement. Et lié au voilà, ouais. Là aussi, vous êtes un peu dans les trois. En fait, ce qui est intéressant avec la réalité augmentée, c'est qu'elle permet quand même souvent d'associer les trois parce qu'elle a cette particularité-là. De lier les deux mondes. Merci. Merci d'avoir joué le jeu. J'espère que ça vous donne des petites idées. Ce que j'aimerais bien faire aussi après, c'est laisser un temps d'échange, de questions aussi pour vos pratiques. Je vais quand même conclure sur un petit truc. C'est déjà sur... de nos missions. Je vais revenir à ma petite vidéo. Pour conclure ce 5e épisode, et si on s'interrogeait ensemble sur la notion de culture numérique ? Et la culture numérique, c'est comprendre comment fonctionnent ces différents phénomènes. C'est-à-dire quand je prends la photo et que je l'envoie, concrètement, techniquement, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les algorithmes qui sont à l'œuvre derrière ça ? Ou quand je fais une recherche d'itinéraire, pareil, quels sont les algorithmes qui me permettent de déterminer que tel itinéraire sera le plus rapide ? Ou encore, et là ça me paraît plus important, quand on me propose de l'information en ligne, comment cette information est arrivée jusque moi, selon quels critères. Et là, quand on a la culture et la compréhension de ces différents phénomènes, on est en mesure de se dire « tiens, ça c'est intéressant » ou « ça je peux le questionner parce que ça me paraît moins pertinent ». Et du coup, d'être vraiment acteur par rapport à ces différents sujets. Bon, d'une part, il y a deux choses. Il y a la première chose qui, moi, m'embête, c'est que cette idée de la culture numérique amène certaines personnes à penser en termes de génération, X, Y, Z, je ne sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qui cache finalement un problème qui est que finalement les digital natives ne sont pas beaucoup plus digital que les non-digital natives, et que s'il doit y avoir une culture numérique, ça veut dire qu'il y a transmission d'un outil culturel, et je pense que le numérique est un outil culturel de ce point de vue-là, il a été bien créé par l'homme et il doit se transmettre de génération en génération. Alors, il y a un vrai enjeu à comprendre qu'est-ce qu'on pense comme apprentissage autour du numérique. Et je pense que pour l'instant, on n'y est pas. C'est-à-dire que quand on pense l'éducation au numérique, elle n'est pas satisfaisante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à transmettre dans le numérique, des problématiques qui sont très propres au numérique, et que pour l'instant, on n'a pas encore soulevé les grandes questions, à mon avis, autour de ça. C'est-à-dire qu'on voit bien, on va apprendre à programmer. Bon, oui, c'est très bien d'apprendre à programmer, mais tout le monde ne va pas devenir un computer scientist ou quelqu'un qui va faire de la programmation. Par contre, il y a un certain nombre de choses qu'on doit pouvoir savoir quand on est confronté au numérique d'une certaine manière ou quand on interagit avec le numérique. Et ça, je pense que c'est ça la vraie éducation de demain, c'est de se dire mais comment on utilise toutes les potentialités du numérique et en comprenant les effets positifs et parfois les effets négatifs quand même, parce qu'il y en a. On parle des digital natives, qui est un leurre, un mythe absolu, parce qu'ils sont nés dedans, mais naître dans une culture, ce n'est pas avoir de l'empowerment dessus. Donc il y a un véritable enjeu, on est vraiment sur la ligne des partages des eaux. Est-ce qu'on va continuer à ce qu'ils soient des consommateurs ou est-ce qu'ils vont apprendre ? Et tout le rôle éducatif au sens très large, parental, social, scolaire, vraiment, on a un chantier qui devient urgent parce qu'on a pris vraiment du retard dessus. C'est qu'est-ce que je fais ? Et je dirais, juste pour ajouter un dernier point, avec aujourd'hui, il y a à bas bruit, très faible bruit sur le radar, les jeunes qui s'interrogent sur le numérique qui nous transporte ailleurs, alors qu'on est ici, qui va sur les limites de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire la consommation massive
des ressources pour faire des appareils, pour consommer. Et au-delà de la relation individuelle qu'on a chacun face à son écran, face à son outil, face à son jeu, est-ce que c'est raisonnable d'avoir tant de fractions de l'énergie qu'on est capable de produire annuellement pour regarder des vidéos YouTube, pour ça. Et c'est une question qui commence quand même à investir beaucoup les adolescents, notamment les jeunes adolescentes, et qui va aller croissant. Et donc, ça nous interroge également sur l'utilité, les finalités. Est-ce qu'on va sortir d'une ère de extrême profusion à une ère plus réfléchie, non pas par motivation interne, mais par contrainte de situation énergétique? Et ça serait hyper intéressant de lier cette question qui vous taraude sur le numérique à l'ère de l'anthropocène, parce qu'elle s'impose fortement chez les adolescents. Et vous alors? Vous en pensez quoi? Je vous ai spoilé parce que c'est la fin de l'épisode 5, mais il y a plein de choses. Dans chaque épisode, il y a des conclusions. Donc en fait, c'est juste la conclusion d'un épisode qui est OK, là, je vous ai parlé de dispositifs, je vous ai parlé d'aller démystifier la technologie, mais il ne faut pas oublier aussi cet impact sur l'environnement. Ça, c'est vraiment quelque chose que maintenant, je ne peux plus faire une intervention sans m'interroger sur pourquoi je le fais. Et je sais qu'aussi, je le fais parce que je pense que plus on comprendra l'impact des usages à la fois sur notre développement, à la fois sur le nombre de matières, de composants que ça mobilise, plus on pourra penser à un numérique aussi plus responsable. Je pense que c'est quand même fondamental aujourd'hui. Et si je reprends cette question un petit peu du corps, voilà, c'est cette question aussi de changer de paradigme. C'est-à-dire que changer de paradigme, c'est-à-dire ne pas donner seulement des outils qui sont au service de la pédagogie, mais plutôt d'immerger les enfants. J'aime bien cette phrase de Guy Mamoumani, qui a été ce livre que je trouve assez intéressant, qui s'appelle « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu ». Enfin, tout est dit dans le titre. Immerger les enfants en numérique afin qu'ils ne soient pas programmés par le numérique, mais programment eux-mêmes le numérique et en soient les acteurs et les maîtres. Ça, c'est important. C'est comment, même chez les petits, et même en éduquant les petits, en fait, on éduque aussi toutes les personnes qui l'entourent. Et c'est pour ça que ce sujet, j'en suis vraiment très attachée. C'est parce qu'au final, aujourd'hui, je suis avec vous. La semaine dernière, j'étais en classe. La semaine prochaine, je serai au CNRS. Et en fait, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par cette question. Et ça remet des enjeux sur la table qui sont super, quoi, qui sont incroyables. Et je suis très contente de le faire en tant que designer parce que je questionne moi-même ma propre pratique de me dire, purée, hein, tu crées de la matière dans un monde qui en a déjà tant. Et du coup, je me dis que ma plus-value, elle n'est pas tant sur la matière, mais sur la question de l'usage et de l'éducation à ouvert. De toute façon, éducation, ça vient du mot éducaré qui veut dire mener à un. Pour revenir aux fondamentaux. Donc, ce changement de paradigme, c'est quoi? Donc, j'ai passé beaucoup de temps en maternelle, comme je vous l'ai dit, la première année de mon master. Et j'ai fait pas mal d'interviews d'enseignants. Et les 4 interviews qualitatives, on retransmet, on fait vraiment une recherche sur les mots, sur le sens des mots. Ça, c'est important de le dire qu'aujourd'hui, on accorde dans la recherche beaucoup d'importance aux chiffres, mais les mots ont aussi leur importance, surtout quand on parle de pédagogie. Et qu'est-ce qu'on reproche au numérique? De la passivité, de l'individualisme, un manque de créativité et une absorption dans le virtuel. Ça, c'était... bien sûr, ça n'a pas forcément été dit avec ces mots-là, mais j'ai fait une analyse thématique et j'en ai ressorti ces 4 formes de crainte. Et d'autre côté, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? Quand on parle d'éducation, on parle de développer ce qu'on appelle ces compétences du 21e siècle, que sont la communication, que moi d'ailleurs je parle plus d'interaction, la collaboration, la créativité et l'esprit critique, les 4 C. Donc comment on passe en fait de ces craintes pédagogiques, développementales, à ces compétences du 21e siècle? Et bien on y passe par ce que j'appelle l'interaction tangible. C'est ce que je vous ai montré aujourd'hui. J'y passe par redonner du sens, démystifier, travailler en collaboration aussi. C'est les dispositifs que je vous ai montrés aujourd'hui, ils sont tous issus d'un processus de co-design. Co-designer, ça veut dire aller sur le terrain, ça veut dire interroger différents acteurs, ça veut dire toujours se remettre en question. Ça, c'est pas aux industries, c'est pas les industriels qui vont le faire, ce sont peut-être nous et qui vont après aller questionner les industriels. Et ça, c'est intéressant aussi dans cette ère des GAFAM de se dire qu'on peut avoir un peu de pouvoir, on peut avoir un peu de... On peut apporter des choses avec nos petites actions, avec nos petites mains et égaux. Et si ça va se faire à l'échelle locale, c'est déjà très bien. Et puis si ça peut ensuite inspirer d'autres, et ben, tant mieux. Mais déjà, on peut agir comme ça. Et en plus, quand on remet du corps, ben, on remet de l'humain.
Et quand même, hein, derrière toute machine, il y a un homme, et ça, faut pas l'oublier. Et voilà, et c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais maintenant, j'aimerais bien, je veux pas surtout pas d'applaudissements, des trucs comme ça, mais je veux juste qu'on discute ensemble. Et si vous avez des questions, je suis hyper preneuse parce que je suis là aussi pour avoir vos retours, peut-être même présenter d'autres dispositifs que vous connaissez en accès Internet. Donc voilà, merci. Et je vous donne aussi, trois petites ressources, pardon madame, et après je réponds à votre question. Je vous conseille d'écouter ce petit podcast. Non, c'est pas vrai parce qu'en fait il dure 1 heure. Mais quand on fait une soupe, franchement, couper les potimarrons, le butternut et tout, ça met bien 1 heure. Donc on peut mettre soupe plus podcast, c'est vraiment le feu. Accompagner les enfants pour qu'ils deviennent acteurs du monde du numérique. Claude Thérosier, elle a créé Magic Makers, qui est une école pour les makers plutôt ados. Et Amélia Matar, que vous avez vu tout à l'heure, la personne avec les cheveux bouclés. Amélia, elle a fait la même chose, mais pour les tout petits, avec Coloris. Et donc, elles travaillent beaucoup ensemble, Amélia et Claude. Et ce podcast est super. Le deuxième, c'est des petites articles qu'on a écrits aussi quand parfois vous ne savez pas comment interagir avec des parents, des amis, etc. Vous pouvez leur envoyer l'article, hop, on n'est pas d'accord, juste va voir l'article, on essaie de faire quelque chose d'un peu concret et puis on en discute ensemble, plutôt que de parfois pas arriver à poser des mots sur les choses. Et le MOOC, il est entièrement accessible sur le site de Premier Cri, vous ne pouvez pas le louper, donc c'est Premier Cri, tout attaché, .cri, Paris avec un -.net. Premier Cri, en fait, c'est un collaboratoire que j'ai créé, mais voilà, on va en parler plus tard. Et il y a aussi cet article qu'on avait coécrit avec l'ensemble des dispositifs que je vous ai montrés aussi, parce que du coup, là, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est essayer de créer un programme pédagogique qui intègre ces dispositifs qui sont situés aux 4 coins de la France dans une même ensemble, parce que justement, comme je vous ai montré, ils permettent de développer différentes compétences et ils sont très complémentaires les uns avec les autres. Et donc, on essaye de voir comment on arrête d'investir dans des tablettes à tout va en maternelle quand on a des budgets dédiés au numérique. Mais plutôt, on investit dans ces jeunes startups qui sont faites par des gens qui sont vraiment extraordinaires et très humains. Et donc, du coup, on monte un premier programme pédagogique qui sera testé pour l'instant dans la ville de Bordeaux, près de 3 classes. On voit un petit peu ce que ça donne, on a des retours. Enfin, c'est de la recherche-action, quoi. Et voilà, et je vous mets mon mail si vous voulez m'écrire une question, une remarque, tout ce que vous voulez. Moi, je suis très ouverte. Voilà. Et le site de Premier Cri aussi, si vous voulez savoir un peu ce qu'on fait. Premier Cri, on fait de la recherche collaborative dans les lieux d'accueil du jeune enfant. Et aujourd'hui, on mène 3 projets de recherche-action. Et en parallèle, on organise pas mal d'événements. On a un prochain ciné-débat d'ailleurs qui sera sur le film À la vie. À la vie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film, on suit une infirmière puéricultrice à Saint-Denis dans sa vie. Donc on traite de plein de sujets autour de la petite enfance, le multiculturalité, le numérique, à travers le MOOC. On crée aussi des dispositifs, on fait de la recherche-action. Enfin, on essaye de mettre en gros des scientifiques, des designers et des professionnels de terrain autour de la table pour parler d'enjeux complexes liés à la petite enfance. Voilà, merci. Bonjour, moi je suis conseillère numérique dans un centre social. Ouais. On travaille sur un projet en 2022 qu'on a appelé Voyage autour des écrans. Merci à vous. Et on va balayer toutes les catégories de personnes qui viennent au centre social et notamment la petite enfance. Et j'avais envie de vous remercier parce qu'on ne savait pas comment aborder. Et là, vous nous avez donné plein de clés. Voilà, parce qu'on ne voulait pas culpabiliser. On voulait proposer des pistes de réflexion. Et voilà, du coup, c'était plus un remerciement sur des pistes d'action qui vont être bien plus sympathiques que des choses qu'on avait imaginées qui n'étaient pas très drôles. Voilà. Alors, ce que je vous propose, mais tout ça est à titre gratuit, bénévole. Merci à vous, on a créé un module de formation en 2 heures à destination soit des pros, soit des familles. Donc il y a 2 modules différents parce qu'on ne traite pas la même question de personnes qui savent comment se développe un enfant et qui sont toute la journée avec qu'avec des jeunes parents. Autour du MOOC, en fait, on a réduit le MOOC qui vise donc 5 épisodes de 30 minutes en un format de 52 minutes. Donc vous pouvez passer les 52 minutes de vidéo et après vous pouvez animer un échange autour des petits ateliers en petits groupes. Et le contenu de formation, il est entièrement téléchargeable. Ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on l'a pas mis en ligne sur le site. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de savoir à peu près qui sont les gens qui s'approprient ça. Parce que vous savez très bien que ça crée un nombre de polémiques incroyables. Mais par contre, tout est gratuit. On vous partage le drive, vous téléchargez les documents. On a fait le guide de la médiatrice, le médiateur, les formations. J'ai plus rien à faire, du coup. En petite enfance, vous avez. Enfin, en tout cas, moi, je vous le mets vraiment entièrement à disposition. Il a été fait par une ingénieure pédagogique, par moi et par Lisa et Léa, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un travail en plus interdisciplinaire. Et c'est moi, je disais tout à l'heure, ce MOOC, il est utilisé aussi bien en PMI aujourd'hui
que dans des médiathèques, on a été contacté par des médiathèques, que au CNRS ou à l'ENS. Donc, trop bien. Enfin, je veux dire, parfait, merci. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller dessus. Merci à vous. Rebonjour. Alors Marion, on avait échangé en fait, donc je suis Aude et on avait discuté autour de Aude. Du mauve. Mais comme t'as ton masque, je te reconnais pas, moi. Voilà. Ah bah Aude, tout de suite. Très bien. Je voulais savoir si tu connaissais le projet Ouramado AR. Ouramado AR. Donc il y a un projet de réalité augmentée avec autour du mythe des tanuki, donc un mythe japonais. À la base, c'était une chasse au trésor à partir de stickers collés dans la ville et qui permettait ensuite, en passant une tablette dessus, de voir s'animer les stickers et donc de donner vie donc, aux tanuki, donc des êtres extraordinaires japonais, enfin de la mythologie japonaise. Et en fait, l'autrice a sorti un livre en réalité augmentée avec aussi des paper toys. Pareil sur ce principe, donc ce sont des très très belles illustrations, c'est très coloré, c'est très vivant. Et quand on passe donc l'outil numérique, alors je crois que c'est surtout des tablettes devant, on voit en fait du coup les stickers s'animer et les tanuki prendre vie. Ah ouais. Et super. donc pour le côté narratif, et je sais que tu t'intéresses aussi au côté narratif. Immersif en plus, ouais. Voilà. C'est super intéressant, merci. Ouais. Par contre, j'ai pas, enfin le nom Ourada, tu me l'écriras après. Oui, voilà. Le virtuel, ça aide aussi. Ou URAMADO et AR pour réalité augmentée en anglais. Ah. Et ça s'appelait, là le projet de livre s'appelle Tanuki Awake parce que l'idée c'est de réveiller les tanuki et de les faire s'animer, qu'ils ne soient pas juste des dessins en fait sur du papier. Voilà. Super, merci. Du coup, moi, c'est plus un remerciement. Donc, je travaille en tant qu'enseignante en maternelle. Alors maintenant, un peu moins parce que j'ai un poste où j'accompagne les enseignants sur la mise en place de projets, sur plusieurs entrées, mais le numérique en fait partie. Et je trouve que cet enjeu d'éducation à la culture numérique, d'ailleurs, c'était une bonne conclusion. Aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas encore. Et notamment au sein de l'éducation nationale, même s'il y a en soi une intention de le faire, on n'est pas encore au point. Et les enseignants, là-dessus, il y a une forte attente. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir qu'on a énormément d'équipements numériques qui arrivent dans les classes où les enseignants ne sont pas forcément bien formés ou en tout cas demandent des formations, mais on n'a pas toujours les moyens de le faire pour justement utiliser ces outils pour avoir un usage, on va dire, raisonné et vraiment utile et apporter une plus-value dans les apprentissages. Donc merci du coup pour ce temps-là. Je pense que ça me servira aussi pour la formation derrière des enseignants que je suis au quotidien. Et ensuite pour des outils moi que j'ai en tête, mais plus en tant que maman, la fabrique à histoire, la Luni Store, la Luni. Après je sais qu'il y en a plein qui maintenant sont sortis. Je l'ai pas mis parce que la Luni, elle est connue de tout le monde. Oui, je me suis doutée. mais moi j'adore. C'est trop bien. Je trouve que c'est incroyable pour le coup, pour les enfants et même en classe. Il y a Joyeuse aussi. Oui, maintenant il y a d'autres systèmes qui voient. Ils sont sortis en même temps, c'est juste qu'il y en a un qui a décollé plus vite que l'autre, mais ils ont eu la même idée en même temps. Joyeuse permet d'autres choses, Luni permet d'autres choses. C'est un peu différent quand même. Voilà, merci. Ouais, Luni, L-U-N-I-I, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment super. C'est vrai que j'aurais pu le mettre quand même, ça fait un petit rappel. Pour les enseignants, aussi pareil, le contenu que je proposais, si vous voulez animer un débat dans votre école, dans les écoles que vous accompagnez, on vous donne tout, hein, vraiment. Pardon, est-ce que c'est les dispositifs que vous avez présentés là, c'est des choses qui sont commercialisées, qu'on peut acquérir ou pas parce que du coup je connais Osmo et je connais Volumic, je sais que ça c'est bon, mais par exemple Learning Matters parce que Learning Matters vous l'aviez présenté il y a 2-3 ans ici aussi et c'était encore à l'état de prototype je crois. Alors Learning Matters on veut pas le commercialiser, par contre on veut co-créer avec des Fab Labs. Donc par contre on a tout mis en open source. Okay. Donc vous pouvez vous mettre en relation. En fait ce qu'on a envie c'est aussi créer de la relation autour du projet. Moi, mon but, c'est quand même de continuer à faire de la recherche-action, etc. Donc, monter une boîte, c'est autre chose. Enfin, c'est notre vie. Par contre, créer des émulations autour de ce dispositif, c'est-à-dire de vous rapprocher d'un Fab Lab, c'est pas si compliqué à fabriquer un dispositif Learning Matter. Et ça peut aussi créer de la discussion avec des Fab Labs où vous savez pas... Vous êtes là, oui, bon, je vais arriver, je vais faire un pins lumineux. Très bien, c'est cool, mais bon...
Qu'est-ce que je fais de mon pins après? Alors là, vous pouvez peut-être aussi imaginer qu'il est utilisé par d'autres enfants, qu'il va être réparé par des plus grands. Enfin, essayer de créer un projet en fait autour. Et il y a 2 Fab Labs, le Quai des Savoirs à Toulouse et le Fab Lab de Mérin dans la banlieue de Genève, qui aujourd'hui l'utilise. Je sais plus le nom du Fab Lab, ça s'appelle Atoké, je crois, un truc comme ça. Je sais plus le nom. La honte. Et du coup, eux, ils l'utilisent maintenant pour faire des ateliers avec les enfants ou c'est plus petit qu'ils utilisent, etc. Donc c'est un peu le but du projet. Mais il n'est pas commercialisé. Et sinon, tout le reste, ouais, ça y est. Tout le reste est commercialisé. Ouais, quand je vous les ai présentés, enfin quand j'en parlais encore il y a 2-3 ans, pas forcément tous. Non, mais c'est trop cool parce que vraiment la plupart, je les ai connus au tout début. Et on a vraiment travaillé ensemble, quoi. Donc c'est trop bien. Je suis très contente. Et ils sont, commercialisés. Ok, merci. Oxybul, maintenant, vous pouvez trouver, par exemple, Lily Learn. Et chez EasyTeas, vous pouvez trouver Ovaome. Et pour Tapioca Toys, ils ont carrément créé... ça s'appelait Dirty, c'était un projet de recherche. Et après, maintenant, c'est devenu une startup qui s'appelle Tapioca Toys, qui appartient à User Studio, donc vous pouvez trouver le Dirty aussi. Dirty, vous faites attention, vous mettez pas un Y quand vous cherchez sur Internet. Hein. Je le redis toujours. Est-ce que justement pour ces dispositifs, il y a des aides financières pour les structures? Parce que pour certaines, les budgets peuvent être quand même assez conséquents. Il faut savoir que la plupart des entrepreneurs là, ils n'ont rien gagné pendant 3-4 ans sur leur projet. Et c'est pour ça qu'en fait aussi, je trouve que c'est important de les mettre en valeur. Et je rigole sur les Américains, mais c'est parce que c'est pas du tout la même philosophie de vie. La plupart, ils ont bénéficié quand même de la bourse EduUp, que vous devez peut-être connaître, qui est une bourse pour le numérique de l'Éducation nationale, qui accompagne en fait des jeunes entrepreneurs du numérique. Et en fait, vous financez la moitié de votre projet, ils financent l'autre. Et puis si le projet marche pas, vous n'avez pas à rembourser, là, c'est comme les prêts de la Caisse de dépôt, etc. Et après, sinon, ils ont été financés par différents mécènes, des crowdsourcing, funding. Voilà, chacun a un peu fait son modèle, son business plan. Et ce qui est cool, c'est que pour la plupart, maintenant, ils sont accompagnés par des pros. Donc, par exemple, Qt, il y a des écoles qui maintenant financent des ateliers ou des médiathèques. Elles travaillent avec différentes structures. Et au Vaome, ils travaillent avec des orthophonistes. Donc les orthophonistes ont un peu plus de budget, ils investissent et puis ils utilisent avec plusieurs cabinets d'orthophonie parce qu'un dispositif de Vaome, c'est quand même 250 €. Donc c'est des budgets qui sont assez conséquents. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est à l'Éducation nationale d'investir ou de pousser les communes à investir là-dedans. Parce qu'en plus, ça peut utiliser après avec plusieurs classes. Enfin, je veux dire, c'est pas comme un papier, un crayon. Effectivement, ça demande plus d'investissement. Mais au final, je pense que c'est aussi enrichissant pour l'enfant que pour l'enseignant aussi. Voilà. Et pour les pratiques pro aussi, orthophonie, psychomotricien. Ovaome est aussi utilisé par des psychomotes. Ouais. Vous avez d'autres questions? Non? Bon, bah, je vous libère. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup.